Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Helmi Chekir, merci d'être avec nous, Merci pour parler de la thermodynamique en particulier expérimentale via le prisme de l'histoire des sciences. Donc Helmi, tu es doctorant à l'université Paris 7 dans les laboratoires SPHERE et LDAR, spécialisés respectivement dans l'histoire, la philosophie et la sociologie des sciences et dans la didactique des sciences. Ton travail porte sur l'intégration d'éléments historiques dans l'enseignement de la physique et dans ce cadre, tu t'es intéressé particulièrement à la thermodynamique. Donc la vidéo d'aujourd'hui porte sur une grandeur qui est particulièrement importante dans le contexte de la thermodynamique expérimentale, qui est la température. Donc c'est aujourd'hui une grandeur qu'on considère comme naturelle de mesurer, mais qui a posé un certain nombre de problèmes aux scientifiques à travers l'histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les premiers thermomètres et sur quels principes ils étaient fondés? Alors, à la fin du XVIe siècle, très peu de choses étaient connues sur la température. La plupart des choses qu'on connaissait provenaient d'écrits médicaux, mais à partir du XVIe siècle, on a commencé à construire des instruments qui permettaient, qui étaient sensibles à différents degrés de chaud et de froid. Le principe de base qui a été utilisé, c'est le principe de le phénomène physique de dilatation des fluides. À savoir que si je prends un certain volume de liquide, par exemple, et que je le fais chauffer, alors ce volume va prendre plus de place. Et toute l'idée, ça a été de construire des instruments, des appareils, qui exploitaient ce phénomène de manière visuelle, puisque si je prends un certain volume de liquide et que je le fais chauffer, la variation de volume est très peu significative, je ne vais pas pouvoir la voir. C'est pour cela que les premiers appareils sensibles au chaud et au froid ont commencé à intégrer un long tube de verre assez fin qui surplombait le récipient de liquide, de manière à ce que toute variation de chaud et de froid, je ne parle pas de température pour l'instant, était visuellement plus accessible. Les premiers appareils ne comportaient pas de graduation. Certains historiens parlent de thermoscope. Galilée a proposé un thermomètre au XVIe siècle dont la substance qui subissait les dilatations et contractions était de l'air, et on s'est rendu compte assez rapidement que c'était plus facile, plus pratique de remplir des récipients à l'aide de liquide, et c'est pour ça que l'eau a été utilisée assez rapidement comme fluide thermométrique. Et puis, après l'eau, l'alcool, puisque l'alcool a un coefficient de dilatation plus élevé que celui de l'eau, ce qui rend les thermomètres à alcool plus sensibles que les thermomètres à eau. Et c'est ce qui s'est passé à Florence, ville au sein de laquelle le travail du verre était extrêmement développé, était extrêmement maîtrisé. Et c'est donc tout naturellement à Florence qu'on a commencé à construire des thermomètres plus sensibles que les autres. Le thermomètre florentin s'est imposé comme le premier étalon de température, et ça au milieu du XVIIe siècle. Alors une particularité du thermomètre florentin, ce n'était pas le premier appareil dans ce cas-là, mais il était gradué. Et les graduations apposées l'étaient de manière arbitraire. Et donc, par ces graduations, on pouvait assigner un nombre à un certain degré de chaleur, degré de chaud ou de froid. Donc on a l'émergence d'un étalon finalement assez arbitraire, basé sur la maîtrise du verre à Florence. Exactement. Comment est-ce que cet étalon a été dépassé dans la communauté scientifique en Europe? Alors, assez rapidement, on s'est quand même rendu compte que ce n'était pas pratique d'utiliser le thermomètre florentin. Puisque si je suis en France et que j'ai besoin de mesurer la température, j'aimerais bien disposer plutôt d'un thermomètre, pouvoir construire mon propre thermomètre sans attendre que Florence m'en envoie un. Ce que les scientifiques ont essayé de faire progressivement à partir du XVIIe siècle, c'est s'affranchir de cet étalon et donc construire des échelles de température, je dirais universelles, dans le sens où l'idée est de construire une procédure de fabrication d'un thermomètre qui ne nécessite pas juste de l'étalonner sur un objet déjà existant. Pour faire ça, les scientifiques ont choisi de procéder en deux choses. Première chose, fixer arbitrairement trouver des phénomènes physiques qui se déroulent toujours à la même température, leur assigner arbitrairement une température,
Par exemple, ça c'est ce qu'on appelle des points fixes. La température de fusion de l'eau, qui est de 0 degré actuellement mesurée sur l'échelle Celsius, la température d'ébullition de l'eau, mais à l'époque, au XVIIe, au XVIIIe siècle, plusieurs points fixes étaient proposés, comme la température, Newton avait proposé la température du corps humain comme un point fixe, la température des caves de l'Observatoire de Paris. Donc voilà, il y avait beaucoup de points fixes qui étaient envisagés. Et entre ces points fixes, des graduations étaient apposées. Ça permettait de construire une échelle de température. D'accord. Et comment est-ce que les graduations étaient apposées? Donc on a du coup cette échelle, par exemple, si on prend l'échelle Celsius qui a donc ces 2 points fixes, et ensuite les échelles, les graduations sont décidées arbitrairement aussi? Sachant que la température des points fixes est fixée arbitrairement, les graduations aussi le sont. La procédure de construction des graduations, sachant que les tubes en verre n'étaient pas parfaitement réguliers, ça a été de verser une certaine quantité de liquide thermométrique, puis de tracer un trait, verser la même quantité, tracer un trait, et ainsi de suite, on construit une échelle de température. D'accord. Donc, les outils disponibles à la fin du XVIIIe siècle sont-ils satisfaisants pour la communauté scientifique? Et sinon, quels problèmes posent-ils? Alors, comme je viens de le dire, une échelle en particulier s'est imposée au XVIIIe siècle, c'est l'échelle Celsius, avec comme point fixe, point de fusion de l'eau, le point d'ébullition de l'eau, fixé à 0 et 100 degrés. On pourrait se dire, super, on a trouvé, les scientifiques se sont accordés sur une manière de mesurer la température, donc voilà comment on peut construire les thermomètres, il faut juste suivre cette procédure, et on aura des thermomètres en accord les uns avec les autres. En réalité, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. L'histoire de la thermométrie, c'est principalement une histoire d'obstacles expérimentaux rencontrés par les scientifiques qui ont été dépassés petit à petit. Et là, l'un des problèmes rencontrés expérimentalement, c'est le fait que les points fixes ne sont pas fixes. Le point de fusion, les points fixes en général, rien ne nous dit qu'ils se déroulent toujours à la même température. La température de fusion de l'eau, c'est une grandeur qui dépend aussi de la pression à laquelle se trouve l'eau. La température de fusion de l'eau dépend aussi des impuretés, des substances dissoutes dans l'eau. Tous ces paramètres influent sur cette température de fusion. Et même si, expérimentalement, je souhaite m'affranchir de ces impuretés, comme ont fait certains scientifiques, essayer de mesurer la température de fusion de l'eau pure, je me heurte à des problèmes de surfusion. À savoir que l'eau, si je prends de l'eau pure et que je diminue progressivement sa température, et qu'elle est censée se congeler à 0 degré, eh bien elle va rester sous forme liquide, même en dessous de 0 degré. De la même manière, concernant la surébullition, si j'essaie de faire chauffer de l'eau jusqu'à son point d'ébullition, je peux continuer à avoir de l'eau liquide au-delà de 100 degrés. Finalement, ces problèmes-là ont été dépassés en fixant des conditions pratiques de construction des thermomètres. Et un second problème plus fondamental concernant la thermométrie, c'est le fait que, finalement, si on compare les différents thermomètres gradués à l'aide d'une seule procédure, on se rend compte que leurs indications ne sont pas du tout en accord les unes avec les autres. Si je prends 2 thermomètres à alcool, 2 thermomètres à eau, à mercure, je fixe le 0, 100 degrés, et que je gradue ces thermomètres de la même manière, eh bien, par construction, à 0 et 100 degrés, ils vont tous indiquer la même température. Mais si je mesure la température d'un seul phénomène avec tous ces thermomètres, certains vont indiquer par exemple 25 degrés, d'autres 40. Donc il y a la question des points fixes, il y a la question de l'outil en lui-même, c'est-à-dire le contenant de verre, et aussi la question du fluide utilisé qui vont créer en fait toutes ces différences techniques. Exactement. Ce qui fait que 2 thermomètres ne sont pas en accord. Oui. Résulte de plusieurs problèmes. Le choix du fluide thermométrique, on pourrait dire, d'accord, ça paraît évident que le mercure n'a aucune raison de se dilater de la même manière que l'eau ou que l'alcool, mais même si on choisit un seul fluide thermométrique, déjà on ne peut pas choisir expérimentalement le même fluide, il y a toujours des impuretés, et puis la forme du récipient influe sur la mesure, puisque le contenant en verre lui aussi se dilate, se contracte. Et ça va faire varier d'un thermomètre à l'autre les indications.
Donc est-ce que les scientifiques ont réussi à trouver un objet thermomètre avec un fluide spécifique qui soit plus satisfaisant que les autres, et de quelle façon? On va dire que jusqu'au milieu du 19e siècle, ces problèmes ne sont pas vraiment résolus. Certains scientifiques ou certaines institutions fixent des procédures de construction de thermomètres, mais il faut vraiment attendre le travail d'un scientifique, Henri-Victor Regnault, qui publie en 1847 un énorme mémoire expérimental concernant la métrologie. Le tour de force qu'il réussit à réaliser, c'est de mesurer avec une grande précision toute une palette de propriétés des différents fluides thermométriques, et cette mesure extrêmement précise va lui permettre de trancher entre les différents thermomètres. Parce que quand on se pose la question qu'est-ce qu'un bon thermomètre, il y a plusieurs réponses à cette question. En général, en métrologie, quand on se pose la question d'un bon appareil de mesure, ce qu'on cherche, c'est un appareil qui influe très peu sur ce que l'on souhaite mesurer, c'est un appareil qui possède des propriétés de justesse, de reproductibilité, etc. Mais à ce moment-là, il faut bien comprendre que la bonne mesure de température, elle n'existe pas. Il n'y a pas de notion théorique extrêmement formalisée comme actuellement. Donc, toute la question, c'est de savoir, d'un point de vue pratique, quelle est la procédure la plus pratique pour construire des thermomètres. Et c'est de ce point de vue-là qu'on va juger ce qui fait un bon thermomètre d'un mauvais thermomètre. Et le critère qui est exhibé par Regnault, c'est de dire, pour moi, un bon thermomètre, c'est un thermomètre comparable. Comparable dans quel sens? Si je prends un certain thermomètre, par exemple à alcool, et que je le reproduis en plusieurs exemplaires. Par exemple, moi je suis en France, j'ai envie de construire un thermomètre suivant une procédure, mais quelqu'un dans une autre ville a envie de construire le même thermomètre. Ces thermomètres ne sont pas identiques, puisqu'on ne va pas utiliser les mêmes machines pour le construire, on ne va pas utiliser le même verre, peut-être que l'alcool qu'on va utiliser ne sera pas exactement le même. Donc il y a toute une palette de paramètres qui vont varier d'un thermomètre à l'autre. Et ce que se pose comme question Regnault, c'est, compte tenu de toute cette palette de paramètres variables, est-ce que le thermomètre à alcool, est-ce que l'ensemble de ces thermomètres à alcool sont gradués de la même manière, même si d'un thermomètre à l'autre, on a fait un petit peu varier le verre ou la nature de l'alcool, etc. Et donc, Regnault va concrètement prendre différents thermomètres à alcool en faisant varier la nature de l'alcool, en faisant varier la forme du récipient, en faisant varier plusieurs paramètres. Et il va essayer de comparer la marche de ces différents thermomètres. Et c'est à partir de ces résultats qu'il va juger de la supériorité d'un thermomètre à l'autre. Alors, les résultats qu'il obtient sont les suivants. Concernant le thermomètre à alcool, il fait varier la nature de l'alcool, la nature des récipients, et il conclut à la fin que le thermomètre à alcool n'est pas un instrument comparable vis-à-vis du changement d'alcool. Ensuite, il examine le thermomètre à mercure, qui était aussi très utilisé à cette époque, en raison des propriétés pratiques du mercure, le fait qu'il ne colle pas aux parois, le fait qu'il a un bon coefficient de dilatation, etc. Et il conclut, concernant le thermomètre à mercure, que la forme des récipients influe beaucoup trop sur la marche du thermomètre à mercure. Donc le thermomètre à mercure n'est pas un instrument comparable vis-à-vis du changement de récipient. Il teste ensuite les thermomètres à gaz. J'en ai pas beaucoup parlé, mais à la place des fluides, des liquides, on pouvait aussi utiliser des gaz. Le fonctionnement est similaire, mais ce n'est pas exactement le même. Il construit plusieurs thermomètres remplis avec différents gaz, mais il fait aussi varier la nature du récipient. Et il conclut que même si on change la nature du gaz, si on met de l'oxygène, de l'azote, de l'air, eh bien, les thermomètres marchent globalement à peu près tous de la même manière. Pourquoi fondamentalement? Bien parce que la dilatation des gaz est plus visible et plus forte que celle du récipient dans lequel le gaz est placé, à l'inverse des liquides pour lesquels le récipient vert et les liquides se dilatent à peu près de la même manière. Conclusion de Regnault, son résultat principal à la fin du milieu du 19e siècle, c'est que le thermomètre à gaz est le meilleur thermomètre existant. Ouais. Donc c'est le thermomètre le plus comparable. Donc Regnault, il arbitre du fait que le thermomètre à gaz est satisfaisant,
Est-ce que pour autant le problème est réglé au niveau de la communauté scientifique de la mesure de la température? Concernant la mesure de la température, les écrits de Regnault ont vraiment une influence très importante par la précision de son travail. Expérimentalement, il décrète qu'une certaine manière de construire les thermomètres est supérieure aux autres. Mais ça ne veut pas dire que les scientifiques sont satisfaits pour autant au XIXe siècle, puisque cette manière de graduer les thermomètres, elle reste arbitraire. Regnault n'a jamais prétendu le contraire. Il le sait. Et la plupart des savants n'arrivent pas à se satisfaire de cette mesure de température. Assigner un nombre arbitraire à un degré de chaleur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux? Est-ce que ce n'est pas possible de fonder un concept de température qui nous permette de juger de la justesse de certains thermomètres? Pouvoir dire, ce thermomètre-là indique la bonne température et celui-ci non. Le problème, c'est que si l'on souhaite juger de la justesse d'un thermomètre, on a besoin d'un élément extérieur, théorique, ou d'un thermomètre juste, qui nous dise ce thermomètre-là n'est pas juste. Mais le problème, c'est que c'est justement ce qu'on cherche à construire, un thermomètre juste. Donc on peut pas, on est dans un problème de circularité qu'on ne peut pas résoudre uniquement expérimentalement avec du technique. On a besoin, à ce moment-là, d'introduire une théorie au sein de laquelle un concept de température va être défini. Et c'est grâce à une théorie qu'on va pouvoir juger de la justesse de certains thermomètres. Plusieurs tentatives sont proposées dès le XVIIIe siècle. Deluc, par exemple, propose sa théorie des mélanges. Pour lui, si l'on mélange deux volumes de fluide, de liquide par exemple, à deux températures différentes, alors la température d'équilibre atteinte, elle doit être la moyenne arithmétique des deux. Ça, c'est sa théorie des mélanges. Cette théorie permet de juger de la justesse de certains thermomètres, puisqu'elle permet de faire des prédictions sur la température à l'équilibre et de voir, en mesurant à l'aide d'un thermomètre à mercure, à alcool, si les indications données par le thermomètre se rapprochent plus ou moins de sa prédiction. La théorie de Deluc a été abandonnée par la suite, et on sait aujourd'hui qu'elle est erronée, puisque la température d'équilibre dépend aussi des capacités thermiques des différents éléments que l'on mélange. Mais cette tentative-là a permis de produire un jugement sur la justesse des thermomètres. Et il a fallu attendre les travaux, au XIXe siècle, les travaux de William Thomson, Lord Kelvin, donc, parce qu'il a été anobli par la suite, pour qu'un concept de température différent donc du concept de température pratique de la construction des thermomètres, pour qu'un nouveau concept de température théorique fasse son apparition. Enfin, ce qui a motivé William Thomson à chercher une nouvelle définition de la température, donc j'insiste, hein, c'est vraiment une nouvelle définition. On a une échelle pratique qui culmine, on va dire, avec les travaux de Regnault, et on a une échelle théorique. William Thomson la qualifie d'échelle absolue de température, échelle thermodynamique de température, actuellement on utilise cette dénomination. Ce qui a motivé William Thomson à chercher à fonder ce concept, c'est le fait que l'échelle pratique de température dépend d'une certaine substance. Et lui, il voulait fonder un concept de température indépendant de toute substance, une mesure de température. Et pour pouvoir fonder ce concept de température, William Thomson s'est appuyé sur les récents travaux de Sadi Carnot, de Rudolf Clausius, autour des machines à feu. On va dire les travaux qui ont permis l'émergence de la thermodynamique, la discipline que l'on connaît actuellement, au XIXe siècle. Et dans ces travaux, le résultat fondamental de Sadi Carnot, c'est de décréter que le rendement maximal des machines à vapeur, pour faire simple, le rendement maximal des machines à vapeur de son époque, ne dépend pas du tout de la substance que l'on utilise dans la machine. On peut mettre de l'eau, de l'air, de l'alcool. Ça ne dépend pas de la substance qu'on utilise. Ça ne dépend pas non plus des différents engrenages, des différents mécanismes présents à l'intérieur de la machine. Mais ce rendement maximal ne dépend que de deux choses. De la température à laquelle on fait chauffer, par exemple, le charbon dans la machine à vapeur, et à la température à laquelle on refroidit
la vapeur pour la recondenser. Ce rendement maximal ne dépend que des deux températures des sources donc, qu'on appelle chaudes et froides. Et William Thomson va fonder son concept de température en lien avec le rendement de Carnot. Sa première idée, ça a été de dire, moi je construis une échelle de température telle que s'il y a un écart de 1 degré dans mon échelle entre la source chaude et la source froide, si la source chaude est 1 degré plus chaude que la source froide, alors quelle que soit la température, par exemple, si c'est entre 30 et 31 degrés, 80 et 81 degrés, alors le rendement de la machine thermique qui fonctionnerait avec ces deux sources est le même. Un peu plus tard, il va redéfinir son échelle de température absolue, non pas donc toujours en lien avec le rendement maximal, mais non plus en lien avec un écart de 1 degré entre les deux sources, mais relier le rendement à un rapport de température entre la source chaude et la source froide. Cette nouvelle définition, c'est celle qu'on utilise encore actuellement. Quand on parle d'échelle thermodynamique, le T qu'on utilise en thermodynamique, c'est le T, c'est la température absolue thermodynamique proposée par William Thomson. Donc, ce qu'il faut bien retenir de cette histoire, c'est que le concept de température thermodynamique introduit par William Thomson, il se fonde sur la théorie de la thermodynamique, plus précisément sur le résultat de Sadi-Carnot concernant les machines thermiques. Et ce résultat, c'est un résultat qui a donné par la suite ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique. Donc c'est dans ce cadre-là, théorique, que l'on peut définir le concept de température thermodynamique. Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'au milieu du 19e siècle, on a finalement deux échelles de température. On a une échelle pratique, dont la problématique a été, au cours de l'histoire, de savoir comment se mettre d'accord tous ensemble sur une mesure arbitraire de la température et la fabrication de thermomètres, et une autre échelle absolue, indépendante de toute substance, qui est en lien fort avec une théorie qui est en train d'émerger à ce moment-là. Concrètement, cette notion d'échelle pratique de température, elle a évolué, elle s'est formalisée, elle a été précisée par le travail de certains scientifiques, le travail d'organismes internationaux, comme le BIPM, le Bureau international des poids et mesures, qui a été fondé en 1875. Et voilà, ces organismes avaient pour but, et ont pour but, de fixer les définitions précises de certains concepts, les procédures associées aux mesures de certains concepts, y compris pour la température. Et il y a 30 ans, le BIPM statuait sur l'échelle de température. Et je trouve que c'est assez intéressant de remarquer que le thermomètre à air que Regnault a décrété comme étant le meilleur, eh bien, il est utilisé actuellement dans l'échelle internationale de température. Sur une certaine gamme de température, la nature des points fixes a été légèrement modifiée. On utilise désormais des points triples et non plus les points d'ébullition ou de fusion de l'eau qui dépendaient d'autres paramètres. Et la procédure de construction des thermomètres a été affinée également. Au-delà d'une certaine gamme, d'autres thermomètres primaires prennent le relais. On va utiliser pour des basses températures le fait que la résistance électrique d'un métal, d'un bout de platine, dépend de la température. À haute température, on va utiliser des thermomètres à radiation, par exemple, ou d'autres fluides thermométriques, d'autres points fixes. Et cette échelle-là, c'est actuellement ce qu'on appelle l'échelle pratique de température, et qui coexiste avec l'échelle thermodynamique. Merci beaucoup Elmi pour cette intervention. Vous trouverez avec cette vidéo quelques éléments bibliographiques sur la thermométrie. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons avec Elmi le développement des premières équations d'état des gaz. À très bientôt!